Une fillette de 10 ans a porté un nouveau-né mourant jusqu'aux portes de l'hôpital, mais au lieu d'être aidée, elle a été renvoyée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Bloquée à l'entrée, tout ça parce qu'elle n'avait pas d'argent. Juste au moment où toutes les portes s'étaient refermées, un soldat s'est avancé, d'un seul geste, il a ébranlé l'hôpital tout entier. Clang, le son du métal qui heurte le sol a résonné dans la ruelle étroite et brumeuse. Une boîte de conserve est tombée du sac en tissu usé qu'Ellie portait sur son dos. Elle s'est penchée pour la ramasser, ses yeux balayant les débris éparpillés sur le sol, au pied du mur fissuré d'un arrêt de bus abandonné. Il n'était que 7 heures du matin, le ciel était encore gris. Son souffle formait de petits nuages blancs. Ellie, 10 ans, mince comme une brindille, vêtue d'un sweat à capuche effiloché aux coudes usés, errait depuis près de 2 heures. Chaque matin, alors que les autres enfants étaient encore blottis sous des couvertures chaudes, Ellie fouillait les poubelles à la recherche de bouteilles en plastique et de canettes en aluminium, des choses qu'elle pouvait échanger contre quelques pièces au dépôt de ferraille au bout de la rue Southridge. Elle n'allait pas à l'école. La propriétaire lui avait dit un jour qu'elle devrait déjà s'estimer heureuse de survivre. La ruelle serpentait derrière l'ancienne gare routière. Le froid du ciment s'infiltrait à travers les semelles de ses chaussures usées. Ellie a fouillé dans une grande boîte en carton, mais elle ne contenait que quelques briques de lait écrasées et des sacs en plastique. Elle a ouvert le couvercle de la poubelle suivante. Oh, un faible cri. Ellie s'est figée. Ce n'était pas un chat, ni un chien. C'était un son humain. Elle a tourné la tête, tendant l'oreille. Le bruit venait de derrière les piliers de béton brisés au fond de l'ancienne gare routière, la partie où personne n'avait mis les pieds depuis des mois. Posant délicatement son sac de matière recyclable, Ellie s'est avancée à pas de loup, ses chaussures écrasant du papier sous ses pieds. C'était là. Une boîte en carton détrempé, affaissée comme si quelqu'un avait marché dessus. Sur le dessus, un tissu fin tremblait. Ellie est tombée à genoux, le cœur battant à tout rompre. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle écartait le tissu. À l'intérieur se trouvait un nouveau-né. La peau du bébé était d'une pâleur fantomatique, ses lèvres d'un bleu violacé. Le petit corps était emmailloté dans une serviette en lambeaux et trempé. Le cordon ombilical n'avait pas encore séché. Les yeux du bébé étaient mi-clos, sa poitrine se soulevant à peine. Il fallait se pencher très près pour entendre sa respiration sifflante. Ellie s'est laissée tomber en arrière, la main sur sa poitrine. Une seule pensée lui a traversé l'esprit, courir et trouver quelqu'un. Mais ce quartier de la ville était vide. Les adultes n'apparaissaient qu'après 9 heures, quand le camion à ordures passait. Elle a regardé le bébé à nouveau. 3 secondes d'hésitation, puis Ellie a retiré son sweat à capuche, le seul vêtement chaud qu'elle possédait, et en a enveloppé fermement le bébé. Le corps du nourrisson était glacial. Ellie le serra contre elle, ses bras protégeant sa tête. « Ne t'endors pas, murmure-t-elle encore et encore, la voix douce et rauque, comme si elle essayait de se rassurer elle-même plus que le bébé. La distance jusqu'à l'hôpital de la ville était de près de 3 kilomètres. Ellie n'avait jamais marché aussi loin. Mais cette fois, elle a couru. Pas pour elle-même, pas pour l'argent. Seulement pour ce bébé qui ne pouvait même pas pleurer, qui gémissait doucement dans ses bras froids. Elle savait une chose, si le bébé s'endormait maintenant, il ne se réveillerait jamais. Le vent lui cinglait le visage, lui piquant les yeux. L'estomac d'Ellie gargouillait. Il était vide, elle n'avait rien mangé de la matinée, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a esquivé les camions à ordures, a sauté par-dessus les flaques d'eau glacée qui éclaboussaient le trottoir. À chaque pas, sa respiration devenait plus lourde. À chaque glissade, elle serrait le bébé plus fort, comme si elle craignait qu'il ne tombe hors de ce monde. Des gens l'ont vu courir dans la rue, mais personne n'a posé de questions, personne ne s'est arrêté, personne n'a remarqué la petite fille maigre qui serrait quelque chose enveloppé dans une veste. Les portes de l'hôpital San Raphaël sont apparues devant elle. Des portes blanches automatiques, brillantes comme de la porcelaine, gardées par un homme en uniforme. Ellie ne savait pas combien de temps ses jambes pourraient encore la porter. Ses genoux lui faisaient mal, l'un d'eux était écorché et saignait après une chute à l'intersection. Mais elle n'a pas arrêté. Le bébé dans ses bras était devenu silencieux. Elle a crié, d'une voix forte et désespérée, en voyant un membre du personnel de l'hôpital. « S'il vous plaît, aidez-moi, quelqu'un, ce bébé est en train de mourir. » Un médecin s'est retourné, mais a continué son chemin. Un garde a secoué la tête, lui faisant signe de s'arrêter. Les mots d'Ellie n'étaient pas une simple phrase, c'était une bouée de sauvetage, tirant avec elle toutes ses peurs, tous ses espoirs, tous les rêves qu'elle n'avait jamais osé avoir.
À l'intérieur du sweat humide, les yeux du bébé restaient fermés. Ellie est tombée à genoux, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle ne pouvait plus tenir debout. Ses mains tremblaient, ses yeux fixés sur les portes vitrées de l'hôpital. Et puis, dans le flou de son vertige, une question a doucement surgi dans son esprit. Si c'était moi, est-ce que quelqu'un me sauverait? Ellie a gravi en chancelant les marches de l'entrée de l'hôpital sans Raphaël. Son souffle s'échappait en nuages blancs et pâles. Ses bras étaient engourdis d'avoir tenu le bébé si longtemps, son sweat était trempé et la petite poitrine du nourrisson était pressée contre la sienne. Son visage était devenu pâle, mais ses jambes continuaient d'avancer. Ses yeux scrutaient les grandes portes vitrées devant elle, le genre de portes par lesquelles les patients étaient habituellement poussés sur des brancards ou des fauteuils roulants. Un grand agent de sécurité en uniforme se tenait à côté de l'entrée automatique, les bras croisés, les yeux fixés sur un camion de livraison qui reculait dans le parking. Ellie a accéléré le pas, ses pieds tremblants rencontrant le sol carrelé et glissant juste au moment où les portes s'ouvraient. « S'il vous plaît, aidez ce bébé », sa voix s'est brisée, froide, essoufflée, épuisée. Le nourrisson ne faisait aucun bruit, sa tête penchée sur le côté, son petit visage enfoui dans les plis du sweat. Le garde s'est retourné. D'abord la surprise, puis un froncement de sourcils. « Arrête-toi là, gamine. Qu'est-ce qui se passe ? » Le bébé a été abandonné, il est gelé, il respire à peine, dit Ellie en tendant les deux bras, révélant la couverture trempée et un petit visage bleuté et sans vie. L'homme n'a pas bougé. Un long silence a pesé dans l'air. De l'intérieur du hall, une infirmière du matin est sortie, les cheveux soigneusement attachés, un presse-papier à la main. Que se passe-t-il ici ? Elle a un bébé avec elle. Pas d'adulte, pas de papier non plus, a dit le garde, sans quitter Ellie des yeux. L'infirmière s'est approchée, jetant un coup d'œil à l'enfant dans les bras d'Ellie. Son front s'est immédiatement plissé. « C'est ton bébé ? » « Non, je l'ai trouvé dans une poubelle derrière l'arrêt de bus. »« Où exactement ?»« De l'autre côté de la rue, près de l'ancienne gare. » L'infirmière a plissé les yeux et a reculé d'un demi-pas. « Pas d'adulte, pas d'acte de naissance, pas d'assurance. Tu ne peux pas simplement amener quelqu'un ici et t'attendre à des soins d'urgence. » « Mais il est en train de mourir, » a crié Ellie, sa voix résonnant dans la vaste entrée de l'hôpital. Quelques passants se sont retournés pour regarder. Un employé debout près de la machine à café s'est figé au milieu d'une gorgée. Mais personne ne s'est approché. L'infirmière a refermé son presse-papier et a croisé les bras. « Ma chérie, c'est un hôpital, pas un refuge. » Les mots sont tombés comme une pierre. Ellie cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Mais, les médecins ne sont-ils pas censés sauver les gens? L'infirmière n'a rien dit. Le garde l'a regardée, attendant une réponse. La seule chose que la femme a finalement dite fut « Nous devons appeler les services de protection de l'enfance. Nous ne gérons pas ce genre de choses. » Ellie est tombée à genoux. Elle se moquait que son pantalon se salisse, ne tressaillit pas au froid mordant sur sa peau. Elle serra le bébé contre sa poitrine, ses épaules tremblantes, sa voix à peine un murmure. « S'il vous plaît, ne le laissez pas mourir. » Des larmes coulaient sur ses joues maculées de saleté. Je ne sais pas quoi faire d'autre. À ce moment, personne n'a bougé. Une minute entière s'est écoulée, figée dans le temps. Elle est restée agenouillée là, devant un hôpital brillamment éclairé, sous une enseigne lumineuse qui disait « La vie est notre priorité ». L'agent de sécurité a secoué la tête, une main cherchant sa radio. « J'appelle la police. Cet enfant n'a pas de tuteur légal. » « Je n'ai rien fait de mal, » a reculé Ellie, serrant le bébé plus fort. « Je veux juste que quelqu'un le sauve. » Ses yeux ont balayé les adultes à proximité. Un homme d'âge moyen a sorti son téléphone, non pas pour appeler à l'aide, mais pour filmer. Une jeune femme avec un sac à main est passée, a jeté un bref regard, puis a baissé la tête et a accéléré le pas. Personne ne s'est approché. Ellie a compris, cet endroit n'était pas pour elle. Un faible son est venu de sous la couverture, un léger souffle s'échappant de la gorge du bébé. Ellie sursauta. Il était encore en vie, mais à peine. Ellie se leva, chancelante, essayant de se frayer un chemin à l'intérieur. L'agent de sécurité l'a arrêté, cette fois avec plus de force. « Non, tu ne peux pas. Je te l'ai déjà dit. » Une autre infirmière s'est approchée. Elle avait l'air plus jeune, ses yeux gardaient encore une trace de gentillesse. Mais quand elle a vu la première infirmière faire un signe de tête rigide, elle a hésité, s'est mordu la lèvre et a seulement dit « Je suis désolée, je ne peux pas aider. » Ellie n'a plus rien dit. Pas de larmes, pas de supplications.
Elle est simplement restée là, tenant le bébé plus fort, comme si leurs deux vies s'échappaient tranquillement. Derrière elle, les portes de l'hôpital se sont lentement refermées. Une portière de voiture s'est fermée, fermement mais sans hâte. Dans la brume du petit matin, une paire de bottes militaires s'est posée sur le pavé de pierre humide et froid, marchant d'un pas régulier vers l'entrée de l'hôpital. David, 32 ans, un marine tout juste revenu d'une mission à l'étranger, a inspiré l'air vif du matin. Il n'était pas pressé. Aujourd'hui, ce n'était qu'un contrôle de routine post-rétablissement avant de rentrer définitivement chez lui. Un sac à dos en toile pendait à son épaule gauche, et dans sa main droite, il tenait un dossier de documents médicaux. Mais il s'est arrêté net au moment où il l'a entendu. « S'il vous plaît, sauvez juste le bébé. » La voix était à peine audible, rauque d'une gorge asséchée par le désespoir, le son de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. David s'est retourné. Dans le coin du hall de l'hôpital, près de la baie des brancards d'urgence, une petite fille était bloquée par deux adultes en uniforme. L'un était un agent de sécurité, l'autre une infirmière tenant un presse-papier, avec un regard de méfiance dans les yeux. La fille serrait quelque chose fermement dans ses bras. Ses yeux se sont levés, suppliants, mais les adultes n'écoutaient pas. Ils ne faisaient que secouer la tête. Ils ont commencé à reculer. David ne comprenait pas encore tout, mais son corps a bougé avant que son esprit ne réagisse. « Que se passe-t-il ici » a-t-il demandé en s'approchant. Le garde s'est retourné, l'air renfrogné. « Reculez, monsieur. Ça ne vous concerne pas. On s'en occupe. » David ne s'est pas arrêté. Il a fait quelques pas de plus, et c'est alors qu'il a vu l'enfant. Un nouveau-né, bleuté, silencieux, presque sans vie, enveloppé à la hâte dans un sweat à capuche trempée. La petite fille tenait le nourrisson près de sa poitrine, son corps tremblant de froid, mais ses bras s'accrochaient fermement au paquet comme si c'était la dernière chose qu'elle avait au monde. David sentit son cœur se serrer. Il avait vu des victimes sur le champ de bataille, mais rien de comparable à ce moment, au milieu d'une ville paisible, juste devant un hôpital étincelant, où un enfant se battait pour sa vie et personne ne tendait la main. Il se tourna vers le personnel de l'hôpital. « Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi le bébé n'est-il pas emmené à l'intérieur » L'infirmière répondit, la voix plate, comme si elle lisait un rapport. « Pas de tuteur légal, l'état de l'enfant ne peut être vérifié. Nous avons prévenu les services sociaux. Vous avez dit que vous ne pouviez pas vérifier son état ? Le bébé est sur le point de mourir juste là, a dit David, sans crier, mais sa voix était tranchante comme l'acier. C'est la procédure standard pour les mineurs non identifiés. Nous suivons le protocole. David a serré la sangle de son sac à dos, expirant avec force par le nez. Il a regardé la fille. Ellie l'a regardé en retour. Leurs regards se sont croisés, l'un rempli de peur, l'autre façonné par la guerre. David n'a rien dit de plus. Il s'est penché et a calmement retiré sa veste militaire, lourde, usée, éraflée, et l'a enroulée autour des épaules d'Ellie. « Reste au chaud » a-t-il murmuré. Puis, sans prévenir, il s'est penché et a soulevé doucement mais fermement le bébé de ses bras. « Non, non, où l'emmenez-vous » a crié Ellie, s'agrippant à son bras, paniquée. « Je vais le sauver. Et toi aussi. » Une petite main s'agrippait encore à lui, mais elle ne pouvait résister à la force tranquille de son mouvement. David a marché droit vers les portes automatiques, son regard dominant tout l'espace. « Arrêtez » a crié un agent de sécurité. « Vous n'avez pas le droit de faire ça. » David n'a pas regardé en arrière. « Alors portez plainte » a-t-il dit sans ralentir. « Mais si aucun de vous ne veut le sauver, alors laissez-moi prendre le blâme. Je ne laisserai pas un enfant mourir à cause de la bureaucratie. » Les portes se sont ouvertes, l'air froid s'est engouffré. Il est entré, portant un enfant glacé et le poids d'un système qui venait de dire non. Ellie est restée là, figée, le regardant partir. Derrière elle, quelques personnes ont commencé à chuchoter. Certains ont sorti leur téléphone pour filmer, d'autres sont restés silencieux. Les gardes et les infirmières étaient figés. Ils n'ont pas eu le temps d'intervenir, et même s'ils l'avaient eu, ils n'auraient pas osé. David, qui n'était plus un soldat de par son grade, marchait avec le poids de l'honneur et de l'humanité sur ses épaules. Quelques minutes plus tard, il a remis le bébé au médecin des urgences. Un médecin plus âgé a tressailli légèrement en vérifiant le pouls du bébé, puis a rapidement appelé la médecine interne. Les infirmières ont commencé à courir. Le moniteur de signes vitaux s'est allumé, clignotant rapidement. Dans le couloir, David est resté immobile. 1 minute, puis 2. Ellie est restée à côté de lui, les yeux rivés sur les portes fermées. « Je m'appelle Ellie » dit doucement la fille.
David hocha la tête. Et toi? Demanda-t-elle. David, répondit-il. Et à partir de maintenant, tu n'auras plus à être seul. Les portes des urgences se sont refermées derrière eux, laissant le couloir froid et stérile. Sous les lumières fluorescentes pâles, David se tenait immobile, sa main reposant doucement sur l'épaule d'Ellie. La fille tremblait, ses yeux grands ouverts, luttant encore pour comprendre ce qui venait de se passer. Derrière la vitre dépolie, c'était un monde entièrement différent. Des adultes en blouse verte, des visages masqués, des machines en mouvement, tous engagés dans une bataille contre le silence. Un médecin plus âgé, aux cheveux parsemés de gris, s'est précipité après que la courte alarme a retenti. On l'appelait le docteur Parker, le médecin traitant ce matin-là. Sans perdre un mot, il a jeté un coup d'œil au petit bébé, flasque et bleuté, sur la table chauffante, puis s'est tourné vers la jeune infirmière à côté de lui. Depuis combien de temps? Incertain. Il a été amené par une petite fille. Le bébé a été abandonné dans une poubelle. Pas de documents, aucune idée s'il était prématuré ou à terme. Parker n'a pas hoché la tête. Il s'est immédiatement penché pour vérifier le pouls, puis a crié, 36 degrés. Oxygène bas. Hypothermie aiguë. Préparez les perfusions chaudes, les lampes chauffantes pour tout le corps. Commencez la perfusion de glucose maintenant. Dehors, Ellie agrippait le bas du manteau de David avec des poings serrés. Ses grands yeux étaient fixés sur les silhouettes floues derrière la vitre. Je pensais qu'il était déjà mort. David se pencha, sa voix calme, stable. Non. Ils se battent. Comme je le faisais avant. Ellie leva les yeux vers lui. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais pour la première fois, quelque chose comme de l'espoir a commencé à scintiller en eux. À l'intérieur, le doux rythme mécanique du ventilateur a commencé. Le docteur Parker, concentré, a glissé le tube respiratoire dans la bouche du nourrisson tout en ordonnant à l'infirmière d'injecter un stimulant cardiaque. Des perles de sueur perlaient sur son front malgré le froid glacial de la matinée. Préparez un thermomètre tympanique. Commencez les compressions thoraciques si on perd le pouls. Oui, docteur. Ellie a ramené ses jambes sur le banc dans le couloir, les doigts entrelacés si fort qu'ils en devenaient pâles. Elle a murmuré, il est si petit. Pourquoi quelqu'un le jetterait comme un déchet? David s'est assis à côté d'elle, ne disant rien au début. Il a fixé les portes fermées devant lui, puis a finalement parlé. Tout le monde n'a pas un cœur comme le tien, Ellie. Mais parfois, il suffit d'une seule personne courageuse pour changer le destin d'une vie. À l'intérieur de la pièce, le docteur Parker s'est penché de plus près. Le rythme cardiaque était encore faible. Les chiffres sur le moniteur clignotaient en rouge, 68, puis 65, 61. Ne lâche pas, petit. On ne connaît même pas encore ton nom. Il a sorti sa main de son manteau et a doucement appuyé 2 doigts contre la poitrine du bébé, des mouvements fermes et rythmés. Le moniteur de signes vitaux a sonné en continu. Préparez une place en soins intensifs. Préparez l'incubateur. 5 minutes ont passé. David n'a pas bougé de la vitre. Ellie avait la tête posée sur ses bras, respirant à peine. Le bébé n'avait toujours pas pleuré, pas un seul son. 8 minutes. Une infirmière est sortie en courant, ne disant rien, attrapant juste plus de vasopresseurs. David a pris la main d'Ellie. Presque. Elle a secoué la tête. Non, personne n'a promis qu'il le sauverait. 1 seconde, 2 secondes. La porte s'est ouverte. Le docteur Parker est sorti, retirant son masque. Des perles de sueur coulaient lentement sur son front. Ses yeux ont balayé le couloir puis se sont posés sur Ellie. Le bébé est hors de danger. Il ne l'a pas dit fort, il n'y avait pas de drame, mais ces mots sont tombés dans la poitrine d'Ellie comme de l'eau chaude au milieu de la glace. Elle s'est redressée d'un bond, les mains couvrant son visage, et a fondu en larmes. Il a survécu, il est vraiment vivant. David l'a rattrapé alors que ses genoux flageolaient sous le coup de l'émotion. Ellie ne pouvait retenir ses sanglots. Elle pleurait et riait en même temps, son visage trempé de larmes. Je l'ai tenu, je l'ai vraiment tenu. Parker s'est approché, s'agenouillant pour être au niveau des yeux de la fille. Il a regardé Ellie longuement, puis a demandé, « C'est toi qui l'as amenée ?» Ellie a hoché la tête. « Tu lui as sauvé la vie. Si tu étais arrivé 10 minutes plus tard, nous n'aurions rien pu faire. » Ellie n'a rien dit de plus. Elle a simplement baissé la tête, sa petite main s'agrippant à l'ourlet du manteau militaire enroulé autour d'elle, celui qui gardait encore la chaleur du soldat qui avait marché avec elle quand personne d'autre ne l'avait fait. David a posé une main sur l'épaule de Parker et a hoché la tête,
sans mots, reconnaissant. Le couloir est tombé dans le silence. La jeune infirmière de tout à l'heure, celle qui lui avait tourné le dos, s'est approchée en silence, tendant à Ellie une tasse de chocolat chaud. Elle n'a pas dit un mot, a juste incliné la tête. Ellie l'a prise, ses petites mains berçant la tasse comme si c'était quelque chose de sacré. Elle s'est assise sur le banc de l'hôpital, les yeux rouges, tenant la boisson chaude. David s'est assis à côté d'elle, silencieux, regardant à travers la vitre la forme respirante d'un bébé qui n'avait pas de nom. Et pour la première fois, dans un monde qui lui avait si souvent fermé ses portes, quelque chose s'est ouvert. Parce que quelqu'un avait dit « Je prends la responsabilité, mais je ne laisserai pas un enfant mourir à cause de la paperasse ». L'unité de soins intensifs au 3e étage de l'hôpital San Rafael était exceptionnellement silencieuse. L'éclairage était plus doux, les machines ronronnaient plus doucement, et chaque pas semblait étouffé. Derrière la vitre épaisse, un nouveau-né, toujours sans nom, gisait dans l'incubateur, ses petites mains bougeant faiblement, comme s'il essayait d'attraper quelque chose juste hors de sa portée. David se tenait à proximité, les bras croisés sur sa poitrine. À côté de lui, Ellie reposait sa tête contre le panneau de verre, son souffle laissant de légères marques de buée, un reflet silencieux d'une enfance que personne ne devrait avoir à endurer. La porte s'est ouverte. Une femme d'âge moyen dans un blazer beige clair est entrée. Sa démarche était ferme, mais son visage n'était pas méchant. Linda Carter, une assistante sociale, a balayé la pièce du regard, a croisé les yeux de David, puis s'est arrêtée à Ellie. « C'est toi qui as amené le bébé ?» Sa voix était douce. Ellie a hoché la tête, reculant légèrement derrière David. David a fait un bref signe de tête en retour. Je l'ai aidé à arriver à l'hôpital. Le bébé était en hypothermie sévère. Il a failli ne pas survivre si Ellie ne l'avait pas amené à ce moment-là. Madame Carter a sorti un bloc-notes et s'est assise sur une chaise près du mur. « Ma chérie, peux-tu me dire ce qui s'est passé ? Juste comme tu t'en souviens. » Ellie a hésité. Ce n'est que lorsque David s'est penché et lui a fait un petit signe de tête rassurant qu'elle a commencé à parler. Sa voix était faible et rauque. Ce jour-là, j'étais dehors pour ramasser des canettes, comme toujours. J'ai entendu pleurer, un peu comme un chaton. J'ai suivi le son et j'ai trouvé une boîte. Elle était toute mouillée. À l'intérieur, il y avait le bébé. Je ne savais pas qui c'était. Il n'y avait personne d'autre. Personne qui laissait le bébé et s'en allait, a demandé Madame Carter. Non. Cet endroit est plein de maisons abandonnées. Pas de caméras, pas de gens. Madame Carter a écrit lentement. Où est ta famille, Ellie ? Où est ta mère ? Ellie a pincé les lèvres, les yeux baissés sur ses mains maintenant étroitement jointes sur ses genoux. Après une pause, sa voix est venue, douce et tremblante, comme si le dire plus fort pourrait briser à nouveau le souvenir. Ma maman est morte quand j'avais 8 ans. Elle avait un cancer, en phase terminale. Elle a dégluti, les yeux toujours fixés sur le sol. On vivait dans cette vieille location près de la gare routière. Elle ne pouvait plus sortir du lit les derniers mois. Sa voix a baissé. Et mon père, il est parti dès qu'elle est tombée malade. Il est parti et n'est jamais revenu. N'a pas laissé d'adresse. Personne de sa famille n'a jamais cherché à nous contacter après ça. Elle a levé les yeux, rouges mais secs, comme si elle essayait d'empêcher le passé de l'engloutir tout entière. Donc, c'est juste moi et maman. Et maintenant, elle est partie aussi. David fronça les sourcils. Ma mère était fille unique. Mes grands-parents sont morts dans un accident de voiture quand elle était jeune. Alors quand elle est décédée, il n'y avait plus personne pour s'occuper de moi. Alors, qui s'est occupé de toi ces 2 dernières années ? A demandé doucement Madame Carter. Madame June. Elle vivait dans l'appartement en bas. Quand maman est tombée malade, elle apportait de la bouillie et des médicaments. Après la mort de maman, c'est elle qui m'a accueilli chez elle. Elle a dit, si personne d'autre ne te prend, je le ferai. Si personne d'autre ne s'en soucie, je le ferai. Est-ce que Madame June a signé des papiers de tutelle légale ? La voix de Madame Carter a changé. Non, a secoué Ellie la tête. Je suis juste resté avec elle. Personne n'a posé de questions, personne n'a vérifié. Elle a de l'arthrite et ne peut pas beaucoup se déplacer, alors je ramassais les matières recyclables, je faisais les courses et je payais ses médicaments. Madame Carter était assise tranquillement en bout de table, le stylo à la main suspendu au-dessus du carnet en cuir usé, déjà à moitié rempli de notes. Les lignes inachevées restaient là, hésitantes, comme si elles avaient buté sur une vérité que personne n'osait nommer. Sous la pâle lumière jaune de la salle de réunion, son visage ne portait pas la pitié habituelle des assistantes sociales chevronnées,
mais quelque chose de plus lourd, comme si ce qu'elle entendait ne rentrait dans les marges d'aucun rapport. David se tenait à proximité, les bras croisés, la voix basse et tendue. Cette fille n'est pas allée à l'école. Pas de dossier médical, pas de dossier scolaire, pas de surveillance, pas de contrôle. Et pourtant, elle est encore en vie parce qu'elle a décidé qu'elle n'avait pas le droit de mourir. La pièce est tombée dans le silence, comme si même les murs s'étaient arrêtés pour écouter. Le bip doux du moniteur derrière la vitre, où le nouveau-né gisait encore aux soins intensifs néonatal, résonnait comme un murmure, rappelant à tous à quel point la vie était encore fragile. Après un long moment, Ellie, assise sur une chaise en tissu bien trop grande pour sa petite silhouette, a parlé si doucement que ses mots se sont presque dissous dans l'air. « Je ne connais pas le nom du bébé. Personne ne me l'a dit. Mais si je m'en vais, qui va rester ?» Ce n'était pas la voix d'une enfant essayant de paraître adulte. C'était simple, honnête, et pour cette raison, ça allait droit au cœur. Madame Carter a levé les yeux. Son regard n'était plus celui d'une superviseure, mais celui d'un être humain qui venait de voir ce que le système avait longtemps ignoré. Elle a fixé Ellie pendant un long moment, une petite silhouette frêle, les épaules rondes rentrées dans un pull usé, les cheveux emmêlés attachés avec une ficelle en plastique. À ses yeux, cet enfant n'était plus un témoin ou un cas à vérifier. Elle était devenue une question vivante à laquelle le monde n'avait pas encore répondu. Sa voix a baissé, douce mais ferme. « Tu sais, Ellie, certains enfants attendent toute leur vie d'être secourus et personne ne vient jamais. Mais toi, tu n'as pas attendu. Tu t'es manifesté. Tu l'as ramené du bord du gouffre. » Personne n'a rien dit de plus. Mais à cet instant, les trois personnes dans la pièce, une infirmière sociale chevronnée, un soldat qui avait connu la guerre, et une pauvre petite fille qui ramassait de la ferraille pour survivre, ont regardé silencieusement à travers la vitre la vie fragile qui venait d'être arrachée aux griffes de la mort. Et pour la première fois, ils ont tous pensé au mot famille, non pas comme un terme juridique, mais comme quelque chose construit par ceux qui choisissent de ne pas se détourner. David regardait Ellie différemment maintenant. Ce n'était plus de la pitié, c'était du respect. « Tu lui as donné un nom ?» a-t-il demandé doucement. Ellie a tourné son regard vers l'incubateur. Ses yeux se sont adoucis, une chaleur s'y installant. Puis elle a murmuré, « Gabriel. L'ange que j'ai sorti des ordures. » David s'est permis un rare sourire, mais quelque chose dans sa poitrine a changé. Pas seulement à cause du nom, mais parce que cette petite fille, dans un monde plein de gens qui détournent le regard, avait choisi de s'avancer vers un enfant sans nom. Et peut-être, juste peut-être, elle aussi attendait encore que quelqu'un fasse un pas vers elle. La lumière du soleil matinal filtrait à travers la grande fenêtre de la salle de soins néonatale. C'était une lumière douce, silencieuse, tombant doucement sur la fine couverture de l'incubateur. Le bébé n'avait plus l'air pâle ou essoufflé. Maintenant, il n'y avait qu'une peau rose et douce et un rythme cardiaque régulier clignotant calmement sur le moniteur. Ellie se tenait près de la vitre, les deux mains pressées contre le bord de la porte, comme si elle craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. Elle a fixé le bébé, puis a levé les yeux et a demandé doucement, « Oncle David, a-t-il ouvert les yeux aujourd'hui ?» David se tenait à côté d'elle, les mains dans les poches de son treillis militaire. Il avait changé de bottes mais portait toujours l'uniforme, comme s'il s'accrochait à un fil de la vie qu'il connaissait autrefois. Mais quand il a regardé Ellie, puis le petit garçon, ce fil a commencé à se détendre. « Pas encore, a dit doucement David. Mais les médecins disent que tout semble stable. Il a juste besoin de quelques jours de plus. Alors, je peux le toucher aujourd'hui. » David a jeté un coup d'œil à l'infirmière de service. Elle a fait un petit signe de tête. Seulement avec des gants et après désinfection. Ellie a hoché la tête rapidement et a suivi les instructions sans hésiter. Elle a glissé sa main, maladroite mais prudente, à travers le petit hublot d'accès de l'incubateur. Les petits doigts du bébé ont effleuré son index. « C'est si chaud », a-t-elle murmuré, ses yeux ne quittant jamais le petit bras tremblant. Plus tard dans l'après-midi, Linda Carter, l'assistante sociale, est revenue à l'hôpital. « Tu es encore là ?» a-t-elle demandé en voyant Ellie assise tranquillement sur le banc dans le couloir. Ellie a hoché la tête. « Tu n'as rien mangé, n'est-ce pas ?» a demandé à nouveau Linda. « Je n'ai pas faim. Je veux juste être près de lui », a répondu simplement Ellie. David se tenait au bout du couloir, le téléphone collé à l'oreille. La lumière de la fenêtre remplissait l'espace froid derrière lui. L'appel venait de se terminer lorsqu'il s'est retourné. Il a vu Madame Carter qui attendait, tenant un dossier à la main. Son expression était sérieuse mais pas méchante.
Elle a fait un petit geste, l'invitant à entrer dans le couloir latéral pour une conversation privée. Nous venons de soumettre le rapport concernant l'état du nouveau-né, a-t-elle commencé, la voix calme et ferme. Comme il n'y a pas de certificat de naissance, pas de famille pour confirmer l'identité, la réglementation nous oblige à transférer le nourrisson dans un centre d'accueil temporaire dans les 72 heures. David s'est arrêté net, sa main se crispant légèrement. Presque sans s'en rendre compte, un lent souffle s'est échappé de ses lèvres avant qu'il ne parle, la voix basse. Il a à peine survécu il y a quelques heures. Et c'est Ellie, une enfant de 10 ans, fragile comme une feuille d'hiver, qui a tenu ce bébé dans ses bras, a couru des kilomètres dans le froid glacial, suppliant de l'aide. Il la regarda, son regard n'était pas en colère, mais il portait le poids d'une frustration plus profonde et enfouie. Et maintenant, la première chaleur que cet enfant ait jamais ressentie, la première peau qu'il ait touchée, l'odeur de ce vieux sweat dans lequel il a enfoui son visage, vous dites qu'ils doivent être séparés? Comme si rien de tout cela n'avait d'importance entre deux enfants? Madame Carter a expiré doucement, visiblement mal à l'aise. Sa voix a ralenti, s'est adoucie, mais n'a pas vacillé. David, je comprends ce que vous ressentez. Croyez-moi, j'ai vu beaucoup d'enfants arrachés les uns aux autres. Mais Ellie, elle n'est pas une tutrice légale. Elle est aussi une mineure non enregistrée sans tuteur connu, sans adresse permanente, sans pièce d'identité. Elle a fait une pause un instant avant de continuer. La loi est très claire. Nous ne pouvons pas garder le nourrisson ici plus de 72 heures sans documents appropriés. Et je ne suis pas autorisé à les garder ensemble juste à cause d'un attachement émotionnel. Je ne peux pas laisser les sentiments l'emporter sur la procédure légale. David n'a rien dit, sa mâchoire s'est légèrement crispée. Ses yeux ont dérivé le long du couloir dans la pénombre, comme s'il luttait avec quelque chose de profond en lui. Madame Carter a poursuivi, son ton un peu plus doux, bien que sa position soit restée inchangée. J'ai demandé une permission spéciale pour qu'Ellie puisse rendre visite au bébé encore quelques fois, au moins jusqu'à ce que le transport du centre arrive. Mais le moment venu, je dois être certaine qu'il n'y aura aucune résistance au transfert. David n'a pas répondu tout de suite, mais ses yeux sont restés fixés sur la salle de néonatologie, où un nouveau-né gisait, respirant à travers un tube, et une petite fille se tenait juste à l'extérieur, serrant un ours en peluche usé, attendant de voir la seule âme au monde qu'elle appelait son frère. Cette nuit-là, Ellie était assise près de la fenêtre, les genoux ramenés contre sa poitrine. David était assis à côté d'elle. Aucun d'eux ne parlait. Puis Ellie a levé les yeux vers lui. Son visage était sec, mais ses yeux brillaient de larmes non versées. « Oncle David ? Oui. Je sais que je ne suis pas sa mère. Je le sais. Mais j'ai été la première à le tenir, la première à l'entendre pleurer, la première à le garder en vie quand il a été laissé dans cette benne à ordures. »« Oui, » a répondu doucement David, attendant la suite. « Je n'ai rien pour le prouver. Pas de documents, pas de témoins. Mais si je m'en vais, qui va rester ?» David la regarda. Il avait autrefois tenu la vie de ses compagnons d'armes entre ses mains, fait des choix de vie ou de mort en une fraction de seconde sous le feu. Mais aucune question n'avait jamais pesé plus lourd que celle-ci. Il posa une main sur l'épaule d'Ellie. « Tu n'as plus à choisir seul. À partir de maintenant, je reste avec toi. » Dans l'incubateur de l'autre côté de la pièce, Gabriel remua légèrement. Personne ne pouvait l'entendre, mais si les sentiments pouvaient se lire dans des yeux si petits, peut-être, juste peut-être, murmurait-il un merci lui aussi, d'avoir été choisi, d'avoir reçu un nom, et pour quelqu'un qui n'était pas parti. Bip, bip. Le son d'un téléphone a résonné dans la salle de conférence scellée du 3e étage de l'hôtel de ville. Sur le grand écran, un titre a éclaté comme un coup de poing dans le ventre du système, une fillette de 10 ans se voit refuser de l'aide alors qu'elle porte un nourrisson mourant aux portes de l'hôpital San Rafael. L'adjoint au maire, un homme dégarni avec des cernes sous les yeux par manque de sommeil, a claqué son stylo sur la table. « Qui a fait fuiter ça ? » « Nous n'avons pas encore confirmé, » a répondu une secrétaire. Mais il semble qu'une infirmière ait parlé à la presse locale. « Oh, fantastique !» a-t-il lancé en frappant la table. Avant même que nous ayons terminé le rapport officiel, toute la ville croit déjà que nous abandonnons des enfants à la porte de l'hôpital. Ce matin-là, à l'hôpital San Rafael, il n'y avait pas de salutation joyeuse. Les infirmières se déplaçaient silencieusement dans les couloirs, évitant le contact visuel comme si tout le monde portait le poids de la même honte. Lors d'une réunion d'urgence, le directeur de l'hôpital, Dean Rutherford, a claqué une copie imprimée de l'article sur la table. Le titre se détachait en gras au-dessus de la photo. Ellie,
agenouillée dans le froid, berçant fermement le nourrisson dans ses bras. C'est la première chose que les gens ont vue en ouvrant le journal ce matin, a-t-il dit, sa voix sifflant entre ses dents serrées. Il a baissé les yeux sur deux personnes assises, la tête basse, l'infirmière en chef Myriam Spencer, celle qui avait ordonné bruyamment à Ellie de partir, et l'agent de sécurité Marcus Doyle, l'homme qui avait dit c'est un hôpital, pas un orphelinat. Vous êtes tous les deux suspendus avec effet immédiat, a-t-il déclaré. Une enquête interne commence demain à 9 h. Si je découvre que quelqu'un a intentionnellement modifié ou dissimulé les dossiers d'admission de ce jour-là, je transmettrai personnellement l'affaire au ministère de la Justice. Suite à l'incident, alors qu'Ellie refusait d'être séparée du bébé et suppliait de voir Gabriel juste une fois de plus, Madame Carter et les assistants sociaux ont été forcés d'envisager une solution d'urgence. Il était impensable de renvoyer la fille dans les bidonvilles, où il n'y avait ni électricité, ni eau courante, et où la voisine âgée qui l'avait autrefois recueillie venait d'être hospitalisée pour une insuffisance cardiaque. David s'est avancé, proposant de prendre la garde temporaire d'Ellie en attendant la décision du tribunal. Il l'a ramenée chez lui, dans un appartement délabré en périphérie de la ville. Ce n'était pas spacieux, ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, chaud, et il y avait un lit où une enfant pouvait enfin dormir sans entendre des voix crier ou le vent hurler à travers les trous du toit en tôle. La première nuit s'est passée en silence. David a préparé une soupe. Ellie a mangé juste un peu, passant le plus clair de son temps à regarder autour d'elle, encore incapable de croire qu'elle était dans un endroit sans rats rongeant les pantoufles ou sans eau fuyant du plafond. Maintenant, avec la chaude lumière jaune du salon projetant une douce lueur sur le sol impeccable, Ellie était assise, recroquevillée sur le canapé, serrant fermement un coussin moelleux. La télévision était toujours allumée, un journal local rediffusant l'histoire, la petite fille qui a porté un nouveau-né à l'hôpital. Une photo floue avait été agrandie, Ellie tenant Gabriel dans ses bras, le visage maculé de saleté, mais les yeux fermes et déterminés. « Je ne savais pas que mon visage finirait aux infos », a-t-elle murmuré, parlant presque à elle-même. David était dans la petite cuisine, lui versant un verre de lait chaud. Il l'a apporté et l'a posé sur la table à côté d'elle. « Tu as été la seule dans toute cette histoire à faire ce qui était juste », a-t-il dit en s'asseyant en face d'elle. Et maintenant, les gens écoutent. Ellie n'a pas dit un mot. Elle a regardé le lait, ses petites mains agrippant le coussin comme si, en le lâchant, quelqu'un pourrait venir et l'emmener. David s'est levé et est entré dans son bureau. Un instant plus tard, il est revenu tenant une pile de papier fraîchement imprimé, l'encre encore légèrement parfumée. Il les a posés sur la table, son regard ferme, sans pression, juste sincère. « J'ai besoin de te demander ta permission pour quelque chose. » Cet après-midi-là, David avait été convoqué à une réunion au bureau de la protection de l'enfance. Dans la pièce se trouvaient deux représentants des services sociaux, un procureur de la ville, un avocat superviseur et le directeur de l'hôpital, Dean, avec une expression grave sur le visage. « Nous ne vous avons pas appelé ici pour vous féliciter », a commencé le responsable principal. « Vous êtes entré dans la zone d'admission sans autorisation et avez interféré avec les procédures légales d'un hôpital public. » David a hoché la tête. « Je sais. Et vous n'aviez aucune licence, aucun droit légal de vous occuper des enfants impliqués dans cette situation. » David n'a pas bronché. Il a simplement répondu, parce que personne avec une licence n'était là. Un enfant a failli mourir dans une poubelle. Toute la pièce est tombée dans le silence. « Avons-nous une copie de la déclaration que vous avez soumise à la presse ?» a demandé quelqu'un. David a sorti 3 feuilles de papier de sa mallette et les a posées sur la table. « Ce n'est pas une déclaration. C'est une proposition. Je veux créer une organisation indépendante appelée la Fondation humanitaire Gabriel pour protéger les enfants abandonnés ou non identifiés au sein même de ce système. » « Quel système ?» a haussé quelqu'un un sourcil. David les a regardés directement. « Le système qui a dit un jour, si vous n'avez pas de parents, il n'y a pas d'espoir. Si vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas le droit de pleurer. Si vous n'avez pas de citoyenneté, vous ne méritez pas de survivre. » Un homme s'est levé, le procureur de district. Il a plongé la main dans sa propre mallette et en a sorti un rapport. J'ai reçu ça le même jour. Certaines parties étaient noircies, et sur l'enregistrement de sécurité, il manque un segment de 12 minutes. C'est à ce moment-là que j'ai porté le bébé aux urgences, a dit David sans ciller. Que voulez-vous de moi? Le procureur a posé le rapport sur la table, a fait une pause un instant, puis l'a déchiré en morceaux devant la salle. Nous n'avons pas besoin d'une défense, a-t-il dit. Nous avons besoin d'un meilleur système.
Et peut-être que ça commence avec vous. Le lendemain matin, un deuxième article est apparu en première page partout, accompagné d'une photo de David tenant Gabriel. De la poubelle au bras d'un soldat, le voyage de Gabriel. Les médias ont envahi l'hôpital, l'hôtel de ville, et même le quartier où Ellie avait vécu. L'opinion publique s'est divisée, la moitié applaudissant les actions de David et Ellie, l'autre moitié se demandant comment le système avait pu permettre que cela se produise. Mais peu importe de quel côté il se trouvait, tout le monde était d'accord sur une chose. Une fillette de 10 ans ne devrait jamais être la première ligne de défense pour un nourrisson mourant. Ce soir-là, David a emmené Ellie à Central Park. Ils se sont assis sur un banc en bois sous un grand arbre. Devant eux, des centaines de bougies allumées, une veillée silencieuse et spontanée pour les enfants sans nom. Ellie a contemplé la mer de lumière vacillante, puis s'est tournée vers David. « Tu penses qu'on peut vraiment le faire ? La Fondation Gabriel ?» David a posé doucement une main sur son épaule et a dit doucement « Je ne sais pas si on peut, mais je sais qu'on doit essayer. » Le faible bourdonnement statique du vieux moniteur de sécurité semblait figer toute la pièce. Sur l'écran granuleux est apparue une scène familière, l'arrêt de bus abandonné, toujours enveloppé dans l'obscurité. Une petite silhouette frêle a émergé, tremblante, s'avançant lentement vers un tas d'ordures. Personne ne parlait. La jeune fille s'est penchée, a posé une boîte en carton marron clair sur le sol en béton froid, s'est accroupie à côté pendant quelques secondes comme si elle chuchotait quelque chose à ce qui se trouvait à l'intérieur, puis s'est enfuie dans la nuit, avalée par les ombres. Zoomez sur l'image à 3h47, a dit David, figeant l'image d'un coup sec. L'enquêtrice en chef de l'unité de protection de l'enfance, Rita Monroe, a hoché la tête. Le technicien a ajusté le flux. Quelques secondes plus tard, l'image s'est précisée. Une jeune femme, cheveux bruns en désordre, portant une veste en jean à l'épaule déchirée. Ses yeux étaient gonflés, son visage pâle, ses lèvres teintées de bleu par le froid. Pas de gants, pas de chapeau, pas de sac. Juste une jeune fille de 19 ans marchant seule au cœur de l'hiver, laissant un bébé dans un tas d'ordures. « Qui est-ce » a demandé doucement Ellie. Rita a ouvert le dossier devant elle, a feuilleté quelques pages, puis s'est arrêtée. Ses yeux ont parcouru les notes denses et soigneusement dactylographiées. Sa voix était stable, pas dure, mais indéniablement ferme. Rachel Goss. Sans domicile fixe. Auparavant, elle a déménagé entre des logements locatifs à bas revenus, aucun d'eux officiellement enregistré. A abandonné l'école au milieu de la 11e année. Pas de diplôme officiel. Sa mère est décédée dans un accident de la circulation quand Rachel avait 16 ans. Après cela, il n'y a eu aucun autre contact avec son père. Son identité et sa localisation restent inconnues. Elle a fait une pause un moment, puis a continué, plus lentement cette fois. Dans son dossier scolaire, il y a une note du conseiller d'orientation. Rachel a été une fois référée à un spécialiste de la santé mentale en raison de signes de dépression. Les symptômes spécifiques incluaient une insomnie chronique, des troubles de l'alimentation et un retrait social. Cependant, le traitement a été interrompu et il n'y a pas eu de suivi à long terme. Rita a doucement fermé le dossier. Son regard n'était plus celui de quelqu'un qui lisait simplement un rapport de cas, mais celui de quelqu'un qui commençait à voir l'épave en cascade de la vie d'une jeune femme se défaire au sein d'un système qu'il avait tranquillement abandonné. David serra la mâchoire. « Est-elle toujours en ville ?» « Très probablement, » a répondu Madame Rita. Il y a eu un rapport d'un employé de la gare concernant une fille correspondant à sa description qui dormait près des voies. 2 heures plus tard, à la gare de Westside, David et un officier de police local ont trouvé Rachel. Elle était recroquevillée sur un banc en bois froid, une veste en jean lâchement drapée sur elle. À ses pieds se trouvait un sac en plastique contenant quelques petits pains secs et des paquets de couches non ouverts. Elle ne les a pas entendus approcher, pas avant qu'Ellie n'appelle doucement « Es-tu Rachel ?» Rachel s'est redressée d'un bond, reculant instinctivement comme si elle avait été prise en train de faire quelque chose de mal. Ses yeux, rouges et gonflés, allaient et venaient entre les adultes et la fille. « Est-ce que le bébé va bien ?» La voix de Rachel était rauque. David a hoché la tête. « Il est en sécurité. Heureusement, quelqu'un l'a trouvé juste à temps. » Rachel a baissé la tête sur ses genoux et n'a rien dit. « Comprends-tu ce que tu as fait ?» a demandé Ellie. La question n'était pas dure, mais elle a atterri lourdement dans l'air. Rachel a tremblé. « Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai essayé de m'occuper de lui, mais il n'arrêtait pas de pleurer et je n'avais pas de lait, pas d'argent, pas de maison, personne. » Sa voix s'est brisée alors qu'elle couvrait son visage de ses mains.
Je ne l'ai pas laissé n'importe où. Je l'ai laissé là où il y avait des gens. Je pensais que peut-être quelqu'un de meilleur que moi aiderait. Ils ont emmené Rachel dans un refuge temporaire. Une assistante sociale a été appelée pour évaluer son état mental et enquêter sur ses conditions de vie. David était assis dans la salle d'attente à l'extérieur, les yeux lointains. Ellie était assise à côté de lui, les mains posées sur ses genoux. « Penses-tu qu'elle mérite d'être pardonnée ?» a demandé doucement Ellie. David s'est tourné vers elle. « Qu'en penses-tu » Ellie a hésité, puis a dit, « Au début, je la détestais. Parce que qui pourrait laisser un bébé comme ça ? Mais ensuite, quand je l'ai vue, tout ce que j'ai ressenti, c'est de la tristesse. Parce que si personne ne l'aide jamais, alors elle n'est qu'une autre enfant perdue. » Une semaine plus tard, lors d'une réunion à huis clos avec le personnel des services sociaux, une décision finale a été prise. Rachel a été jugée inapte, légalement, émotionnellement et financièrement, à s'occuper de son enfant. On lui a conseillé de signer les papiers d'abandon de la garde et d'entrer dans un programme de traitement. Rachel est restée assise en silence pendant un long moment. Puis elle a signé. Cet après-midi-là, Ellie est retournée à l'hôpital et s'est assise à côté du berceau où dormait bébé Gabriel. Il gisait immobile, respirant doucement, sa petite main lâchement enroulée autour de son doigt. David est entré dans la pièce, tenant un morceau de papier plié en 4. Il s'est assis et l'a tendu à Ellie. C'était une courte note manuscrite que Rachel avait laissée. « Ellie, merci de l'avoir tenue. Tu as fait ce que je n'avais pas la force de faire. Si mon enfant appelle un jour quelqu'un maman, j'espère que ce sera toi. Rachel. » Ellie a plié la note et l'a placée à côté de Gabriel, murmurant « Ce n'est pas une mauvaise personne. Elle avait juste besoin d'une chance. » David a doucement posé une main sur son épaule. Il n'a rien dit. Sur le chemin du retour, Ellie a regardé par la fenêtre de la voiture. Les lumières du soir baignaient la route d'une douce lueur couleur de miel. Elle a demandé doucement « Si quelqu'un t'a abandonné un jour, as-tu le droit de le détester pour toujours ?» Oncle David a réfléchi quelques secondes, puis a répondu « Personne ne peut te forcer à pardonner. Mais si tu es assez forte pour comprendre et assez courageuse pour pardonner, alors tu pourrais être celle qui les sauve de cette blessure. » Ellie est restée immobile. Elle n'a plus rien dit, mais dans son cœur, quelque chose avait commencé à s'adoucir. Le son du marteau a résonné, doux mais lourd, comme un jalon posé. Devant le juge se trouvait un épais dossier, relié par une vieille pince à papier noir. La première page indiquait clairement « Requête pour l'adoption de 2 enfants mineurs, Ellie, 10 ans, et Gabriel, moins d'1 mois. Requérant, David Cole, citoyen américain, ancien militaire, actuellement célibataire. » Dans le couloir du département de la protection de l'enfance du comté de Kingston, l'air semblait lourd, presque immobile. Ellie était assise à côté de David, serrant le mouchoir qu'il lui avait donné ce matin-là. Ses yeux étaient encore rouges mais secs. Elle avait pleuré de nombreuses fois, craignant d'être séparée de Gabriel. Cette fois, elle ne pleurait pas. Elle attendait, parce qu'elle croyait. David était assis droit à côté d'elle. Son simple costume gris cendré cachait mal la prestance d'un soldat aguerri, mais aujourd'hui, il n'y avait pas d'acier dans ses yeux, seulement le regard calme d'un homme portant une seule chose, la responsabilité. 10 jours plus tôt, David avait rédigé la requête de tutelle à la main. Pas d'avocat, pas de termes juridiques pompeux. Chaque ligne était une vérité venant de son propre cœur. Je n'ai pas engendré ces enfants. Je ne les connaissais pas avant ce jour. Mais j'ai entendu le cri. J'ai vu le nourrisson recroquevillé dans une boîte en carton, les lèvres bleues de froid. Et j'ai vu une petite fille, pas plus grande qu'une écolière, berçant son petit frère avec des bras tremblants, suppliant d'être admise à l'hôpital. Je ne pouvais pas m'en aller. Et à partir de ce moment, je n'étais plus un simple spectateur. Le dossier de David n'était pas parfait. Il était célibataire, n'avait pas de biens importants, pas d'expérience dans l'éducation des enfants. Mais il avait autre chose, le courage d'agir face à l'injustice, et un cœur assez grand pour aimer 2 enfants qui ne partageaient aucun lien de sang avec lui. Le matin avant l'audience, David a emmené Ellie dans un endroit spécial, une petite maison en bois en banlieue qu'il venait de finir de rénover. C'était la maison que son père avait laissée, abandonnée pendant des années après le décès de sa mère. David avait repeint chaque fenêtre à la main, taillé l'herbe envahissante, remplacé les serrures, lentement, délibérément, acheté chaque article ménager. Lorsque la voiture s'est arrêtée, Ellie a ouvert la portière et est sortie. Son premier sentiment n'a pas été la surprise, mais l'immobilité. Devant elle se trouvait une petite cour parsemée de douces touffes d'herbes vertes, soigneusement nettoyées et dégagées.
Un hamac se balançait doucement à l'ombre d'un chêne à côté du porche. Sur le rebord de la fenêtre, un bouquet de marguerites jaunes s'épanouissait. Les mêmes fleurs qu'elle avait dessinées un jour à l'hôpital. Les mêmes dont elle avait parlé à Gabriel en chuchotant, « Si un jour nous avons une maison, je planterai des marguerites jaunes. » David lui a tendu une clé. « Voudrais-tu ouvrir la porte ?» Ellie a hoché la tête. Sa petite main a pris la clé, tremblant légèrement, puis l'a tournée avec une résolution tranquille. À l'intérieur se trouvait une pièce modeste mais confortable, une cuisine propre, une nappe de couleur crème. Sur le mur, une photo encadrée, David tenant Gabriel et Ellie debout à côté d'eux, souriante. La photo avait été prise juste après que Gabriel ait survécu à sa crise médicale. David l'avait fait imprimer et l'avait gardée depuis ce jour, sans jamais en parler à Ellie jusqu'à présent. « Je ne sais pas quoi dire », a murmuré Ellie. « Tu n'as rien à dire », a répondu David. « Sache juste que c'est un endroit où tu auras toujours ta place. » Mais cette joie a vite été mise à l'épreuve. Une note de service interne du département de la protection de l'enfance est arrivée. Les dossiers d'Ellie et de Gabriel seraient séparés. L'agence jugeait déraisonnable qu'un homme célibataire comme David élève 2 enfants qui n'étaient pas liés par le sang et qui avaient des âges et des besoins de soins très différents. David s'est précipité pour rencontrer l'agent de cas. La conversation a eu lieu dans une petite salle de conférence. L'avocat de l'agence a expliqué « Nous ne remettons pas en question vos bonnes intentions, mais selon la politique actuelle, les nourrissons sont généralement priorisés pour l'adoption par des familles ayant de l'expérience dans les soins aux jeunes enfants. Quant à Ellie, compte tenu de son passé d'instabilité, elle doit être placée séparément pour une évaluation de son adaptabilité. » David a parlé, non pas fort, mais avec une clarté indubitable. Si vous croyez que séparer ces 2 enfants est votre idée de la stabilité, alors peut-être n'avez-vous jamais vu une petite fille trembler en serrant son petit frère dans le froid pendant que personne d'autre ne daigne même baisser les yeux. Ce soir-là, David a tout raconté à Ellie. « Vont-ils m'enlever Gabriel ?» a demandé Ellie, la voix à peine un murmure. David n'a pas menti. C'est ce qu'ils envisagent. Mais je vais faire tout ce que je peux pour vous garder ensemble. Ellie est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « Si je perds Gabriel, alors je n'ai pas besoin de maison, je n'ai pas besoin de fleurs, je n'ai pas besoin d'une cuisine chaude. Parce que je ne sais aimer que lui. » Le lendemain, une session de consultation a eu lieu au bureau des services de protection de l'enfance. David, Ellie, un représentant légal et 2 assistantes sociales étaient assis autour de la table. Une fois de plus, la proposition de séparer les 2 enfants a été lue à haute voix. Cette fois, Ellie n'a pas attendu qu'il finisse. Elle s'est levée d'un bond, serrant Gabriel fermement dans ses bras, le bébé dormant encore profondément dans une couverture. « C'est moi qui l'ai maintenu en vie. Je ne demande pas à l'adopter, je ne suis qu'une enfant. Mais j'ai réchauffé son corps avec le mien. Je l'ai tenu tout le long du chemin en courant vers l'hôpital. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. S'il vous plaît. » Quelqu'un dans la pièce a détourné le visage. Un autre a baissé la tête. David a posé une main doucement sur l'épaule d'Ellie, mais personne ne l'a interrompu. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle a juste besoin d'être entendue. 2 jours plus tard, le tribunal a programmé une audience officielle. David, Ellie et Gabriel comparaîtraient ensemble, et pour la première fois, il y aurait une réelle chance pour eux d'être considérés comme une famille. Le son d'un marteau a résonné dans la petite salle du Kingston County Hall. Dehors, la lumière du soleil de fin de printemps se déversait tranquillement sur le porche, projetant une lueur dorée à travers les vieilles fenêtres délavées. À l'intérieur, des rangées de bancs en bois étaient soigneusement disposées où des témoins, de l'infirmière Carmen au docteur Parker, étaient assis en silence solennel, attendant leur tour de parler. David Cole, vêtu d'une chemise blanche impeccable, se tenait droit devant le banc. À côté de lui était assise Ellie dans une simple robe à fleurs, les cheveux soigneusement tressés, tenant tranquillement Gabriel enveloppé dans une couverture en tricot ivoire. Le bébé dormait paisiblement, ignorant que toute la pièce retenait son souffle, attendant une décision qui pourrait déterminer leur avenir. « Monsieur Cole, » commença le juge Béranger, la voix stable mais pas froide, « pourriez-vous s'il vous plaît expliquer pourquoi vous demandez la tutelle des 2 enfants ?» David s'avança d'un demi-pas. Il n'avait pas d'avocat avec lui, juste une déclaration manuscrite glissée dans un mince dossier. « Votre honneur, » commença-t-il, ses yeux ne quittant jamais Ellie. « Je n'ai pas grand-chose. J'étais un soldat. Je sais comment protéger.
Mais quand j'ai vu Ellie se faire refouler à la porte de l'hôpital, j'ai réalisé que parfois, le champ de bataille n'est pas là où les balles volent. C'est là où nous choisissons de nous tenir quand tout le monde s'en va. Il fit une pause, puis ajouta plus doucement, « Je ne suis pas leur père biologique, mais j'ai été le premier à dire, « De quoi as-tu besoin, ma chérie ?» Je crois que c'est suffisant. Au moins, pour commencer. L'infirmière Carmen, celle de service ce matin-là, hocha fermement la tête. Sans David, ce bébé serait mort dehors. Et Ellie, c'est l'enfant la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Quand ce fut le tour d'Ellie, une assistante sociale l'aida doucement à se rendre à la barre. On lui a demandé, « Peux-tu nous dire pourquoi tu veux rester avec M. David ?» Ellie regarda autour d'elle, les yeux brillants, puis jeta un coup d'œil à David, puis à Gabriel. Une seconde de silence. Parce qu'il est le seul à s'être manifesté quand personne d'autre ne l'a fait. Et parce qu'il n'avait pas besoin de savoir qui j'étais. Il a quand même choisi de rester. La pièce est devenue silencieuse. Un médecin s'est détourné pour essuyer ses larmes. Le juge Béringer s'est penché en arrière dans son fauteuil et a joint ses mains. 15 minutes plus tard, il a rendu sa décision. Après examen du dossier complet, le tribunal accorde la tutelle spéciale à M. David Cole pour Ellie et le bébé Gabriel, avec une surveillance régulière par les services de protection de l'enfance. L'audience est levée. Cet après-midi-là, ils sont retournés tous les trois à la petite maison en banlieue. Le vieux portail en bois avait été fraîchement peint, le jardin était fleuri de marguerites jaunes, les mêmes dont Ellie se souvenait quand elle était petite, à l'époque où sa mère était encore en vie. David a placé un bouquet frais dans un bocal en verre sur la table de la salle à manger. Il a pris un Gabriel endormi et l'a déposé doucement sur une chaise rembourrée dans la cuisine. Ellie est sortie dans le jardin, contemplant le ciel sans vent. Elle s'est assise sur l'herbe, faisant lentement tourner un pétale de fleur entre ses doigts. David s'est approché et s'est assis à côté d'elle. « Je sais que tu as dit un jour que personne n'avait jamais eu besoin de toi. » Ellie a hoché la tête. « Mais maintenant, as-tu besoin de quelqu'un ?» Ellie a souri doucement. « Je ne sais pas. Mais Gabriel a besoin de moi. Et j'ai besoin de toi. » Ils sont restés assis en silence. À cet instant, plus rien ne semblait brisé. Cette nuit-là, Ellie a murmuré à son petit frère, « À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais à pleurer dans les ordures. Nous avons une maison maintenant. » Dehors, les marguerites se balançaient dans la douce brise. Le clair de lune se déversait par la fenêtre, tendre et silencieux, comme une promesse tacite d'une famille qui commençait à peine à se former. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas seulement celle d'une fillette de 10 ans portant un nouveau-né dans la nuit froide. C'est une histoire de compassion, quelque chose qui existe encore même dans un monde qui oublie parfois comment ressentir. Ellie n'avait ni pouvoir, ni argent, mais elle avait un cœur courageux. Et ce jeune soldat, par un acte décisif, nous a rappelé que le silence peut parfois être une forme de complicité, mais que se lever pour les plus vulnérables, c'est ainsi que l'humanité commence à guérir. Si c'était vous, vous seriez-vous arrêté comme ce soldat ? Avez-vous déjà été témoin d'un simple acte de gentillesse qui a changé le destin de quelqu'un ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires, votre histoire mérite aussi d'être entendue. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Comment allez-vous ces derniers temps ? J'espère que vous allez bien. Et, peu importe à quel point la vie est chargée, n'oubliez pas de boire un verre d'eau chaude, peut-être de mettre un masque pour le visage et de donner un peu de repos à votre esprit. Vous le méritez. Je sais que la vie n'est pas toujours facile, mais j'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous a apporté un peu de chaleur, comme un câlin silencieux un jour de fatigue.